J'enregistre ce message depuis mon lit d'hôpital. Et tout cela à cause d'un événement banal et stupide qui m'est arrivé il y a un peu plus d'un mois. Je ne sais pas si j'ai encore une chance de m'en sortir. Mais si mon message peut sauver ne serait-ce qu'une personne, je me sentirais un peu mieux. Comme je vous le disais, tout a commencé lors d'une journée tout à fait ordinaire, marquée par une petite découverte culinaire qui m'avait ravie. Vous voyez, je suis une grande fan de sushis. C'est mon plat préféré depuis des années. Ils ont ce mélange parfait de fraîcheur, de texture et de saveurs qui me ferait fondre à chaque bouchée. Et récemment, un petit restaurant japonais avait ouvert dans ma ville, un endroit discret niché au coin d'une rue animée, avec une enseigne modeste qui disait « Oli Sushi ». Intriguée, j'ai bêtement décidé d'aller y manger. C'était une pause bienvenue dans ma routine monotone. Le restaurant était minuscule, avec à peine une dizaine de places au comptoir et quelques tables basses. L'air était embaumé d'un mélange d'odeurs de riz vinaigré, de wasabi frais et d'une pointe d'algues marines. Derrière le comptoir, un homme d'une 50aine d'années avec un sourire accueillant. Il préparait les plats avec une précision chirurgicale. Il s'appelait Monsieur Tanaka d'après la plaque sur le mur, mais il se présenta simplement comme le chef. Bonjour, bienvenue chez Oli Sushi. C'est votre première visite ? M'avait-il demandé en me tendant un menu minimaliste écrit à la main. Oui, en effet. J'ai vu le restaurant et je suis une grande fan de sushi, vous savez. Donc j'étais obligée de venir faire un petit tour. Qu'est-ce que vous recommandez ? Son visage s'était illuminé, comme si j'avais posé la question parfaite. Il s'était penché en avant, essuyant ses mains sur un torchon immaculé. Ah, une connaisseuse. J'ai voyagé à travers le monde pour perfectionner mes recettes. Dans tous les coins du Japon, bien sûr, mais aussi en Thaïlande pour les épices subtiles, en Italie pour les techniques de fermentation, et même au Pérou pour des ingrédients inattendus. J'ai passé des années à expérimenter, à goûter, à ajuster. Et le résultat, mon chef-d'œuvre, le secret du chef. C'est un sushi unique avec un poisson si frais qu'il fond dans la bouche. Une sauce maison qui marie le sucré et l'umami d'une façon que vous n'avez jamais goûté. C'est plus qu'un plat, c'est une expérience. Essayez-le et vous verrez pourquoi les gens reviennent sans cesse. Intriguée par son enthousiasme, j'avais commandé une assiette du secret du chef, accompagnée de quelques maquis classiques. Waouh, ça donne vraiment envie en tout cas. Qu'est-ce qui rend ce sushi si spécial exactement ? Il avait ri doucement en roulant le riz avec expertise. Ah, c'est le secret justement. Mais disons que j'utilise un ingrédient rare, cueilli dans des endroits reculés que peu de gens connaissent. Il ajoute une texture vivante, dirons-nous, et une saveur qui évolue en bouche, comme si elle se révélait couche par couche. Vous sentirez la différence dès la première bouchée. Et le meilleur, c'est sain et nourrissant. Parfait pour quelqu'un comme vous, qui apprécie les bonnes choses. Les sushis étaient arrivés rapidement, disposés comme une œuvre d'art sur une assiette en céramique. Le secret du chef était au centre. Un nigiri avec un morceau de poisson pâle, presque translucide, et nappé d'une sauce dorée et parsemée de graines. J'avais mordu dedans et je n'en revenais pas. La chair était tendre avec une légère résistance qui cédait sous les dents. Après ça libérait un jus sucré-salé qui m'avait fait fermer les yeux de plaisir. C'est incroyable, vous avez raison, c'est unique. Je vous l'avais dit, le monde est plein de mystères. Et ça a été un plaisir de vous en faire découvrir un. Revenez quand vous voulez. Avait-il répondu avec un clin d'œil. J'avais fini mon repas en me sentant revigorée, presque euphorique. Le chef m'avait même offert un petit extra, un échantillon emballé à emporter, pour prolonger le plaisir comme il avait dit. J'étais repartie le cœur léger pensant déjà à ma prochaine visite. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'avais ressenti une légère démangeaison, juste au niveau du mollet gauche. Rien de grave bien sûr, juste une sensation passagère que j'avais attribuée à la fatigue. J'avais mangé l'échantillon en regardant la télé et en savourant à nouveau cette saveur mystérieuse. Et c'est là que tout avait commencé. C'est à ce moment-là que je l'avais remarqué pour la première fois. Et après un examen rapide, je me suis dit que j'allais peut-être consulter un médecin si ça devenait pire. Puis j'avais vaqué à mes occupations et cela m'était sorti de l'esprit. La deuxième fois où j'avais ressenti cette sensation, je m'en étais voulu de ne pas avoir pris rendez-vous. Et j'avais de nouveau songé à le faire. Cependant, cette fois-ci, la curiosité avait pris le dessus. Ce que j'avais devant les yeux était vraiment fascinant. Sur l'extérieur de mon mollet gauche se trouvait ce petit trou. Même si, vu qu'il n'avait rien à faire là, je l'aurais qualifié d'assez grand. Il était parfaitement circulaire et complètement noir, comme si aucune lumière ne pouvait y pénétrer.
Je l'avais étudié pendant des heures, me tordant dans tous les sens et essayant de voir s'il y en avait d'autres. J'avais même utilisé une lampe torche pour essayer d'en découvrir la cause. Le trou était trop profond pour voir complètement à l'intérieur. Ce que je pouvais voir était une peau d'apparence normale et le reste s'estompait dans l'ombre. Il n'y avait pas de rougeur, pas de gonflement, pas de douleur. Et une fois ma curiosité morbide satisfaite, j'avais avancé jusqu'au téléphone pour appeler le médecin. Mais en chemin, je m'étais ravisée. Un moment, je marchais avec assurance, un peu paniquée. Et le suivant, je m'arrêtais, je faisais des pauses. Et je me demandais si ça en valait vraiment la peine. Et puis c'était comme si à chaque fois que je voyais ce trou, je m'en souvenais immédiatement. Mais une fois qu'il était hors de ma vue, il quittait mon esprit. Cela a duré quelques jours. Puis un autre a commencé à apparaître. Je pouvais voir une petite bosse parfaitement circulaire. Et j'ai regardé comment en quelques heures elle s'approfondissait. Cela se produisait de manière imperceptible. Je n'en étais consciente que si je détournais le regard et que je regardais à nouveau. Mais curieusement, à chaque fois que je regardais autre part, j'oubliais momentanément que j'étais en train de le regarder. Il était complètement effacé de mon esprit. Je peux penser à de nombreuses fois où j'ai jeté un coup d'œil à mon mollet et je n'ai vu que de la police, légèrement poilue. Et puis une semaine s'est passée avant que je le remarque à nouveau. Cette fois, il y en avait 7. On aurait dit un petit nid d'abeilles. De minces parois de peau séparaient chacun d'eux. J'ai utilisé une loupe, mais je n'ai pas pu discerner leur cause. La seule chose dont j'étais sûre, c'est qu'ils étaient là et que ce n'était pas juste des pores. Quand je les ai vus la fois suivante, j'ai été choquée et horrifiée. J'en ai compté 15, c'est-à-dire 3 de plus. Leur forme globale en nid d'abeilles devenait plus apparente. Je les ai regardés pendant des heures, me déplaçant dans un sens et dans l'autre, voyant comment ils réagissaient. Ils semblaient se compresser légèrement si je me tenais debout, comme s'ils étaient affaiblis, comme s'ils ne pouvaient plus supporter mon poids. Je suis allée me coucher, troublée. Et juste pour être sûre, j'avais écrit sur un morceau de papier « Appelle un médecin pour ton mollet, maintenant ». Mais quand j'ai regardé à nouveau, l'écriture était gribouillée, obscurcie d'épaisses marques noires. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai de nouveau ressenti une sensation étrange à mon mollet. En sortant du lit, j'ai jeté un coup d'œil au drap et j'ai vu un liquide jaunâtre qui avait imprégné le tissu, juste là où ma jambe avait reposé. Le résidu semblait collant, presque muqueux. La zone autour des trous avait un espèce d'éclat et la peau était enduite de cette substance. En comptant, j'en ai trouvé 34. J'ai essayé de ne pas vomir à cette vue, mais la sensation est revenue, plus inconfortable qu'avant. Rapidement, j'ai attrapé la lampe torche et essayé de voir ce que c'était. Mais je ne pouvais toujours pas pénétrer dans la profondeur de ces maudits trous. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi qui soit fin et long. J'ai remarqué qu'en marchant, ma jambe gauche semblait s'enfoncer légèrement, et particulièrement quand je mettais mon poids dessus, comme un ressort sous pression. Trouvant une fine aiguille, je l'ai poussée soigneusement dans l'un des trous, lentement pour ne pas piquer trop profondément. À mesure qu'elle s'enfonçait, le liquide jaune doré suintait autour, devenant plus épais, et coulant plus vite plus l'aiguille allait profond. Finalement, elle s'est arrêtée. Cependant, je ne pouvais pas sentir la pointe. Je pouvais sentir les contours de l'aiguille, mais rien d'autre. Je l'ai poussée plus loin et j'ai senti quelque chose se tortiller. Lentement, très lentement, j'ai retiré l'aiguille de ma chair, entraînant plus de cette texture dégoûtante avec elle. Une légère odeur de fruits pourris a rempli l'air, vile, mais avec une touche de douceur. Quand la tête de l'aiguille a quitté ma chair, j'ai vomi. À l'extrémité se trouvait un petit ver noir, se tortillant alors qu'il mourait. En regardant la créature qui avait vécu dans ma jambe se contorsionner, j'ai réalisé ce qu'était cette sensation. Elle provenait de chacun de ces trous. Il y avait clairement des choses à l'intérieur, des choses qui se tortillaient, qui creusaient plus profondément. Des frissons ont pulsé à travers mon corps alors que j'essayais de ne pas vomir à nouveau. J'ai regardé cette minuscule créature mourante, incapable de détourner le regard. Il n'y avait pas de temps pour penser, seulement pour agir. Je me suis dirigée vers la cuisine et attrapant un couteau tranchant, je me suis assise et je me suis mise au travail. D'abord, j'ai coupé à travers les minuscules poches de peau, permettant au trou d'en devenir qu'un seul. Puis j'ai déterré chacune de ces dégoûtantes créatures. Plus je creusais profondément et plus j'en trouvais. Le sang avait commencé à couler librement et à remplir les trous que j'avais créés. J'ai boité jusqu'à la salle de bain à peine capable de marcher. Assise sur le rebord de la baignoire et attrapant le pommeau, je pouvais les sentir en moi. Des centaines, peut-être même des milliers.
tous en train de se gaver de ma chair. En allumant l'eau, j'ai rincé la plaie, nettoyant mon champ de vision. À mesure que le sang s'éclaircissait, je les ai vus. Une masse grouillante vivant en moi. De temps en temps, l'un d'eux tombait du groupe et se tortillait avant d'être emporté par le siphon. Au début, j'ai utilisé le couteau pour essayer de les enlever, puis j'ai continué avec mes doigts. J'ai senti quelque chose de pointu mordre dans ma main. L'un d'eux s'était attaché à l'extrémité de mon index. Avec un cri d'horreur, je l'ai tranché de ma chair. J'ai coupé soigneusement jusqu'à ce que je trouve du tissu, puis j'ai commencé à scier, en tailladant et en essayant d'enlever autant que possible. Des amas de ces choses insidieuses tombaient de ma jambe, puis ma vision s'est brouillée, et des étoiles filantes rouges et noires ont clignoté devant mes yeux. Je savais que j'allais bientôt m'évanouir, mais je continuais à travailler, plus vite, encore plus vite, essayant de finir ce travail horrible. Je me souviens d'avoir respiré profondément, puis plus rien. Je me suis réveillée à l'hôpital. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Un livreur avait regardé par ma fenêtre pour voir si j'étais chez moi, et il avait vu une traînée de sang. Et bien sûr, il avait appelé les secours. J'ai essayé d'expliquer mes actions au médecin et, au début, il semblait sceptique. Mais après des examens approfondis, ils ont confirmé qu'ils avaient bien trouvé quelque chose. Des vers, des parasites inconnus plus précisément. Ils étaient nichés profondément dans les tissus de ma jambe, mais ils ne savaient pas comment traiter le problème. D'après eux, ces organismes ne correspondent à aucune espèce répertoriée. Ils sont anormaux et ils pourraient empêcher le cerveau de fonctionner correctement pour se protéger, d'où le fait que je n'arrivais pas à appeler le médecin. Ils ont prélevé des échantillons pour analyse, mais pour l'instant, ils ne peuvent que surveiller et administrer des antiparasitaires généraux. Pour eux, c'est un cas inédit. Alors là, allongée dans ma chambre d'hôpital et branchée à des perfusions, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser au restaurant. Est-ce que c'était une coïncidence? Ce secret du chef avec son ingrédient rare? J'ai donc attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro que j'avais trouvé sur Internet. Mais une voix automatisée a répondu que le numéro que j'avais composé n'était plus attribué. J'ai réessayé encore et encore, mais rien. J'étais tellement paniquée que j'ai demandé à un ami de ma famille d'aller vérifier. Il s'y est bien rendu le lendemain, et le restaurant avait fermé définitivement. Les vitres étaient couvertes de papier journal, et l'enseigne avait été arrachée. D'après les gens aux alentours, le restaurant avait fermé du jour au lendemain, et personne ne savait ce qui était arrivé au propriétaire. Monsieur Tanaka avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Quant à moi, je peux encore les sentir, ces vers inconnus, avançant et creusant plus profondément, se gorgeant de ma chair. Ils ont trouvé l'endroit parfait dans mon corps chaud. Bientôt, je pense qu'ils prendront le dessus. Et bien sûr, je vais les arrêter. Mais comment faire si même les médecins sont impuissants? Voilà pourquoi j'ai enregistré le message. Car s'il est trop tard pour moi, j'espère que je pourrai prévenir certaines personnes. Alors si on vous propose un menu spécial dans un restaurant, même si vous avez vraiment envie d'y goûter, ne le faites pas.